Je n'ai jamais dit à mon frère que je vivais le rêve qu'il avait abandonné. Il m'appelait le raté de la famille. Mes parents le laissaient faire. Je ne me suis jamais disputé avec eux. Jusqu'à ce qu'ils allument la télévision. La pièce est devenue silencieuse au moment où la caméra a fait un zoom sur le cockpit. Mon frère a laissé tomber sa bière. Ma mère s'est couvert la bouche. Mon père s'est penché en avant si vite que son fauteuil s'est presque renversé, et pour la première fois depuis des années, personne n'a dit un mot. Sur l'écran de télévision, la voix du présentateur a résonné dans le salon. La personne qui dirige le vol de démonstration d'aujourd'hui est le Major Emily Parker. Mon nom, mon visage, mon avion. Diffusé en direct à des millions d'Américains. Ce même frère qui m'avait appelé le raté de la famille fixait l'écran comme s'il avait vu un fantôme. Ces mêmes parents qui avaient passé des années à le défendre ne pouvaient pas détourner le regard. Personne ne bougeait. Personne ne parlait, parce que le pilote qui volait dans le ciel n'était pas un étranger. C'était moi, la fille qu'ils avaient ignorée. La sœur qu'ils avaient sous-estimée. La femme en qui ils avaient cessé de croire il y a des années. Et le plus étrange, c'est que je ne leur avais jamais menti. Pas une seule fois. Ils n'ont simplement jamais pris la peine de demander. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter bien avant les caméras de télévision, bien avant l'armée de l'air, bien avant les uniformes, bien avant les meetings aériens, dans une petite ville du Texas, le jour où le rêve de mon frère est devenu mon fardeau. Et finalement mon avenir. Mon nom est Emily Parker. J'ai 34 ans maintenant. Mais cette histoire a vraiment commencé quand j'étais une petite fille qui grandissait près de Wichita Falls, au Texas. À l'époque, tout le monde savait qui était Jake Parker. Jake était mon frère aîné. De 3 ans plus âgé, 3 ans plus bruyant, 3 ans plus confiant. Et selon presque tous ceux qui nous connaissaient, 3 ans plus talentueux. S'il y avait un match de baseball, Jake était la vedette. S'il y avait un événement scolaire, Jake attirait l'attention. S'il y avait une réunion de famille, les proches demandaient d'abord des nouvelles de Jake. Je n'étais pas exactement ignoré. J'étais simplement la deuxième. La deuxième place devient familière quand vous êtes le cadet de quelqu'un dont tout le monde attend de grandes choses. Ce qui est drôle, c'est que je l'adorais. Vraiment. Quand j'avais 7 ans, je voulais porter la même casquette de baseball que lui. Quand j'avais 10 ans, je copiais sa façon de parler. Quand j'avais 12 ans, je le suivais tellement partout qu'il a commencé à m'appeler son ombre. La plupart des petites sœurs comprennent probablement ce sentiment. Le désir d'être incluse, le désir d'appartenir à un groupe, le désir d'entendre un frère ou une sœur aînée dire qu'ils sont fiers de vous. À l'époque, Jake était mon héros. Et Jake avait un rêve, voler. Il adorait les avions. Il les adorait. Les murs de notre chambre étaient couverts de posters d'avions de chasse, de bombardiers, de magazines d'aviation militaire empilés partout. Les meetings aériens étaient pratiquement des jours fériés dans notre famille. Chaque été, papa nous faisait monter dans le camion avant le lever du soleil. Nous conduisions pendant des heures juste pour regarder les avions militaires rugir dans le ciel du Texas. Jake restait là, les yeux fixés sur l'horizon, complètement hypnotisé. Une année, après avoir regardé l'équipe de démonstration des F-16 jouer, il s'est tourné vers papa et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Un jour, ce sera moi. Papa a souri. Je le crois. Maman a souri aussi. Moi aussi. Personne n'a ri. Personne n'a douté de lui. Pas une seconde. Et honnêtement, moi non plus. Parce que Jake avait le genre de confiance qui faisait croire les autres. En grandissant, le rêve n'a fait que grandir. Jake a rejoint la patrouille aérienne civile, a acquis de l'expérience de vol, a constamment étudié l'aviation. Tout dans sa vie le destinait à devenir pilote militaire. Au lycée, les professeurs parlaient de lui comme s'il était déjà destiné à la grandeur. L'avenir semblait écrit. Puis la réalité est arrivée. Elle est arrivée discrètement sous la forme d'un examen médical. J'avais 15 ans quand c'est arrivé. Jake en avait 18. Je me souviens du jour où il est rentré à la maison. Pas d'excitation, pas de sourire, pas de fête, juste le silence. Le genre de silence qui vous dit que quelque chose d'important s'est brisé. Papa est resté assis avec lui à la table de la cuisine pendant des heures. Maman a pleuré.
Personne ne m'a rien expliqué. Pas immédiatement. J'ai fini par apprendre la vérité. Jake avait échoué à une qualification médicale requise pour la carrière de pilote qu'il souhaitait. Non pas parce qu'il manquait d'intelligence, ni parce qu'il manquait de compétences. Son corps ne répondait tout simplement pas aux normes. Des années de rêve se sont terminées en un seul rendez-vous. Juste comme ça, le rêve de l'armée de l'air a disparu et quelque chose à l'intérieur de Jake a disparu avec lui. Les mois qui ont suivi ont été difficiles, plus difficiles que quiconque ne l'avait prévu. Jake est devenu en colère, puis renfermé, puis amer. Pas tout d'un coup, lentement. Comme si l'on regardait une tempête s'accumuler au loin. Au début, tout le monde a compris, même moi. Perdre un rêve fait mal, surtout quand on a construit son identité autour de lui. Maman et papa sont devenus protecteurs, extrêmement protecteurs. Chaque conversation tournait autour de Jake. Chaque décision familiale tournait autour de Jake. Chaque préoccupation tournait autour de Jake. Encore une fois, j'ai compris, du moins au début. Mais avec le temps, quelque chose a changé. La famille ne se contentait pas de le réconforter. Elle a commencé à l'excuser. Tout, son tempérament, son attitude, ses erreurs, ses plaintes. Peu importe ce qui se passait, l'explication était toujours la même. Il a traversé beaucoup d'épreuves. Et c'était vrai. Mais finalement, cette explication est devenue une permission. La permission de rester en colère, la permission de blâmer les autres, la permission de cesser d'avancer. Pendant ce temps, la vie continuait, y compris la mienne. Un après-midi, en aidant papa à nettoyer le garage, j'ai trouvé un vieux magazine d'aviation. La couverture montrait un pilote de l'armée de l'air grimpant dans un avion de chasse. J'ai fixé l'image pendant plusieurs minutes. Quelque chose s'est éveillé en moi. Le même sentiment dont Jake avait l'habitude de parler, la même excitation, la même fascination. Ce soir-là, j'ai commencé à faire des recherches sur l'aviation militaire. Discrètement, secrètement. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Jake. Surtout pas à Jake, parce qu'à l'époque, je savais déjà comment il réagirait. Le rêve lui appartenait, pas à moi. Du moins, c'est ce que tout le monde semblait croire. Les années ont passé. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'ai travaillé dur, je suis resté concentré, j'ai fait des projets. Chaque fois que je parlais de service militaire, Jake levait les yeux au ciel. Chaque fois que je parlais d'aviation, il riait. La première fois qu'il m'a appelé le raté de la famille, j'avais 21 ans. Nous étions assis autour de la table à manger. Je venais de mentionner que je postulais pour la formation d'officier. Jake a eu un sourire narquois. C'est ambitieux. Papa avait l'air mal à l'aise. Maman fixait son assiette. J'ai ignoré le commentaire. Puis Jake a ri. Tu as toujours été le raté de la famille, Émilie. Silence. Personne ne l'a corrigé. Personne ne m'a défendu. Personne n'a dit un mot. Le silence a fait plus mal que l'insulte parce que le silence peut beaucoup ressembler à un accord. J'ai regardé autour de la table. Mes parents évitaient le contact visuel. Jake s'est adossé à sa chaise, satisfait. Et c'est là que j'ai appris une leçon importante. Parfois, les personnes qui devraient vous protéger ne le font tout simplement pas. Non pas parce qu'elles ne vous aiment pas, mais parce qu'elles sont trop occupées à protéger quelqu'un d'autre. Je ne me suis jamais disputé, je n'ai jamais riposté, je n'ai jamais exigé d'équité. J'ai simplement souri et continué d'avancer, parce qu'alors que ma famille était encore concentrée sur le rêve que Jake avait perdu, je me préparais discrètement à le poursuivre moi-même et aucun d'entre eux n'avait la moindre idée de jusqu'où j'étais prête à aller. La première fois que je me suis assise dans le cockpit d'un avion d'entraînement militaire, j'ai pensé à mon frère. Non pas parce qu'il était là. Il ne l'était pas. Non pas parce qu'il me soutenait. Il ne le faisait pas. J'ai pensé à lui parce que je savais que j'étais assise à l'intérieur du rêve qu'il avait voulu toute sa vie. Et pendant un bref instant, je me suis senti coupable. Ce sentiment n'a pas duré longtemps. La réalité a tendance à repousser les sentiments, surtout quand vous essayez de ne pas échouer. Quand les gens imaginent l'entraînement au vol militaire, ils imaginent souvent de l'excitation, de la vitesse, de l'aventure, le genre de scène que vous voyez dans les films. La vérité est beaucoup moins glamour.
La plupart des jours étaient épuisants. De longues heures, des évaluations constantes, des études sans fin, une pression qui ne semblait jamais disparaître. J'ai rejoint l'armée de l'air peu après l'université. Au début, personne dans ma famille ne l'a pris au sérieux. Maman supposait que c'était temporaire. Papa pensait que je finirais par rentrer à la maison. J'ai ri ouvertement. Combien de temps avant que tu n'abandonnes? Je me souviens clairement de cette question. Nous étions debout dans l'allée de mes parents. Le soleil du Texas se couchait. Je venais de finir de charger mes bagages dans le coffre de ma voiture. Je l'ai regardé. Je n'abandonne pas. Il a haussé les épaules. Nous verrons bien. C'était tout. Pas de bonne chance, pas d'encouragement, pas de soutien fraternel, juste des doutes. Ce qui est étrange, c'est qu'à ce moment-là, j'y étais habitué. De faibles attentes sont étonnamment faciles à porter une fois que vous les avez portées assez longtemps. La vie militaire m'a changé rapidement. Non pas parce qu'elle m'a rendue plus forte, mais parce qu'elle m'a forcé à découvrir à quel point j'étais déjà forte. La première année a été difficile, vraiment difficile. Il y a eu des moments où j'ai tout remis en question. Des moments où l'échec semblait plus probable que le succès. Les normes étaient exigeantes. La compétition était intense. Tout le monde autour de moi avait du talent. Tout le monde autour de moi voulait les mêmes opportunités. Personne ne se souciait des excuses. Personne ne se souciait de vos sentiments. Les résultats comptaient. La performance comptait. La discipline comptait. Et j'ai adoré ça. Pour la première fois de ma vie, personne ne m'a comparé à Jack. Personne ne m'a vu comme la petite sœur de quelqu'un. Personne ne m'a vu à travers le prisme de l'histoire familiale. J'étais simplement Emily Parker, responsable de mon propre succès, responsable de mes propres échecs. C'était étrangement libérateur. Un soir, pendant l'entraînement, je me suis retrouvé assis seul à l'extérieur des casernes. Le soleil avait disparu. L'air était frais. Plusieurs avions étaient garés au loin. Leurs silhouettes se découpaient sur le ciel qui s'assombrissait. Je me souviens de les avoir fixés pendant un long moment. En pensant à la maison, en pensant à la famille, en pensant à la version de moi-même que tout le monde au Texas croyait encore existante. Le raté de la famille. La fille qui n'accomplirait jamais grand-chose. La fille dont personne ne s'inquiétait parce qu'elle n'était pas l'importante. Cela m'a frappé alors de voir à quel point la vie peut être étrange. Les personnes qui nous connaissent depuis le plus longtemps ne nous connaissent pas toujours le mieux. Parfois, elles s'attachent à une ancienne version de qui nous étions. Même après que nous avons changé, même après que nous avons grandi, même après que nous sommes devenus quelqu'un de complètement différent. Foutaise. Pendant ce temps, Jack restait le centre de gravité à la maison. Du moins selon mes parents, chaque appel téléphonique suivait le même schéma. Maman passait 20 minutes à parler de Jack, de son travail, de ses frustrations, de son dernier problème, de son nouveau projet. Puis elle me posait brièvement des questions sur moi. Pas intentionnellement, pas méchamment, juste par habitude. Les années de dynamique familiale sont difficiles à briser. Un Noël, je suis rentré chez moi en permission. La visite a duré 4 jours. Dès le deuxième soir, Jack avait déjà trouvé un moyen de se moquer de ma carrière. Nous étions assis dans le salon à regarder le football. Une publicité mettant en vedette des avions militaires est apparue à la télévision. Jack a pointé du doigt l'écran. « Tu te souviens quand je voulais faire ça ?» Personne n'a répondu. Il m'a regardé. Je suppose que quelqu'un a dû se contenter de la deuxième place. Maman a ri nerveusement. Papa s'est raclé la gorge. Personne ne l'a contredit. Encore une fois. Je suis resté assise tranquillement. Encore une fois. Le silence ne me surprenait plus. Ce qui m'a surprise, c'est à quel point ça faisait peu mal. En cours de route, j'avais cessé d'avoir besoin de leur approbation. Pas complètement, mais assez. Assez pour continuer d'avancer. Assez pour rester concentré. Assez pour comprendre que leur opinion n'était pas mon avenir. L'ironie était que Jack lui-même avait inspiré mon amour de l'aviation. Je ne pense pas qu'il s'en soit jamais rendu compte. Quand nous étions enfants, je le suivais partout. Musée de l'air, salon de l'aviation,
livres sur les avions de chasse, simulateurs de vol. Chaque intérêt qu'il aimait finissait par devenir quelque chose que j'aimais aussi. La différence était simple. Quand son chemin s'est fermé, il a cessé de marcher. Quand le mien est devenu difficile, j'ai continué. Ce n'était pas parce que j'étais plus forte. C'était parce qu'au moment où j'ai commencé, je savais déjà que personne ne viendrait me sauver. Personne n'allait me porter. Personne n'allait abaisser les normes. La responsabilité m'incombait. Et d'une certaine manière, c'est ce qui a fait toute la différence. Plusieurs années ont passé. Ma carrière a progressé régulièrement. J'ai obtenu des qualifications, j'ai terminé une formation avancée, j'ai accepté des affectations de plus en plus difficiles. Chaque accomplissement semblait significatif. Non pas parce que quelqu'un à la maison l'a remarqué, mais parce que je savais à quel point j'avais travaillé dur pour l'obtenir. Le succès semble différent quand on l'a mérité discrètement. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de célébration, pas de public, juste une satisfaction privée. La certitude que l'on a tenu ses promesses envers soi-même. Un après-midi, j'ai reçu un appel de ma mère. La conversation a commencé normalement. La météo, les nouvelles de la famille, les potins de la petite ville. Puis elle a mentionné Jake avec désinvolture. Il a passé une période difficile ces derniers temps. Je n'étais pas surprise. Il y avait toujours quelque chose. Que s'est-il passé? Le travail ne va pas bien. J'ai écouté comme d'habitude. Puis elle a soupiré. Tu sais, ton frère avait de si grands rêves. Le commentaire n'avait pas pour but de me blesser. Mais il l'a fait, parce que j'ai réalisé quelque chose. Même après toutes ces années, ma famille voyait toujours Jake comme le rêveur. Celui qui avait du potentiel. Celui dont l'avenir importait. Pendant ce temps, je vivais activement la vie qu'il avait autrefois voulu. Et d'une certaine manière, il ne le voyait toujours pas. Non pas parce que je l'avais caché, mais parce qu'il n'avait jamais regardé. Quelques mois plus tard, tout a changé. J'étais en poste dans une base de l'armée de l'air au Nevada quand le courriel est arrivé. Au début, j'ai supposé que c'était de la routine. Un autre avis administratif, une autre mise à jour de l'emploi du temps, quelque chose d'ordinaire. Au lieu de cela, il contenait une invitation, une opportunité, le genre d'opportunité que les aviateurs militaires passent des années à espérer. Je l'ai lu une fois, puis une deuxième, puis une troisième fois. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ai terminé parce que le comité de sélection m'avait choisi pour quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de prestigieux, quelque chose qui me placerait sur une scène nationale. Pendant plusieurs minutes, j'ai simplement fixé l'écran, incapable de l'assimiler. Puis j'ai pensé à Jake, à mes parents, à chaque dîner de famille où j'avais été ignoré, à chaque blague, à chaque rejet, à chaque moment de silence. Et pour la première fois, je me suis demandé ce qui se passerait s'il découvrait un jour qui j'étais devenu. Se racle la gorge pour la majeure partie de ma carrière, je croyais que le succès serait dramatique. J'imaginais un moment qui changerait ma vie, une célébration, un discours, une foule qui applaudit. Au lieu de cela, l'un des plus grands moments de ma vie s'est produit dans un bureau silencieux pendant que j'étais assise seule devant un écran d'ordinateur. Pas de public, pas de musique, pas de fanfare, juste un courriel et un avenir que je n'avais jamais vu venir. Je pense avoir lu le message 10 fois. Peut-être plus. Les mots n'ont jamais changé. Le résultat non plus. J'avais été sélectionné pour l'une des missions de démonstration aérienne les plus prestigieuses de l'armée de l'air. Le processus de sélection était brutalement compétitif. Des pilotes exceptionnels de tous les services avaient postulé. La plupart n'ont jamais réussi. Beaucoup ont postulé plus d'une fois. Certains ont passé des années à espérer l'opportunité. Et d'une manière ou d'une autre, mon nom s'était retrouvé sur la liste. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé par la fenêtre. Des avions se déplaçaient sur la piste de vol à l'extérieur. Des équipes de maintenance travaillaient sous le soleil du Nevada. Tout semblait exactement pareil, mais rien n'était pareil. Parce qu'après des années d'efforts discrets, quelqu'un avait remarqué. Quelqu'un avait regardé au-delà des évaluations et des heures de vol et avait vu du potentiel. La prise de conscience était écrasante. Non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que j'avais passé tant d'années sans en avoir. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents. Une partie de moi voulait partager la nouvelle.
Une partie de moi espérait encore. Même après toutes ces années, même après toutes les déceptions, il y a quelque chose à l'intérieur de la plupart des filles qui ne cessent jamais complètement de vouloir que leurs parents soient fiers. Maman a répondu à la deuxième sonnerie. Nous avons échangé les salutations habituelles, parlé de la météo, des voisins, des nouvelles de la famille. Puis je lui ai dit que j'avais été sélectionné pour quelque chose d'important. Oh, il y avait un véritable intérêt dans sa voix. J'ai souri. L'une des plus grandes opportunités de ma carrière. C'est merveilleux, chérie. Pendant un instant, je me suis senti encouragé. Puis elle a demandé, t'es-je dit que Jake envisageait de changer de travail? Et juste comme ça, le moment a disparu. Non pas parce qu'elle voulait me blesser. Parce que les vieilles habitudes sont puissantes. La conversation a dérivé de nouveau vers Jake comme cela semblait toujours être le cas. 20 minutes plus tard, nous avons raccroché. Je suis resté assise à fixer mon téléphone, pas en colère, pas même déçu, surtout résigné. Je comprenais ma famille à ce moment-là. Les règles changeaient rarement. Les mois suivants sont devenus parmi les plus occupés de ma vie. La nouvelle affectation exigeait une préparation supplémentaire, une formation supplémentaire, des responsabilités supplémentaires. Les normes étaient plus élevées. Les attentes étaient plus élevées. Tout était plus élevé. J'ai adoré chaque minute. Le travail exigeait précision, professionnalisme, discipline. Chaque détail comptait. Chaque manœuvre comptait. Chaque décision comptait. Il n'y avait pas de place pour la complaisance. Et curieusement, cela m'a fait me sentir vivante parce que pendant des années, j'avais discrètement porté les attentes des autres. Maintenant, j'étais entièrement concentré sur les miennes. À la maison, cependant, très peu de choses ont changé. Du moins pas du point de vue de ma famille. Chaque fois que je visitais le Texas, je semblais reprendre le même rôle. La fille ignorée, la petite sœur, la cible facile. Un après-midi d'été, mes parents ont organisé un barbecue en famille. Le genre de rassemblement commun à travers l'Amérique. Des assiettes en carton, des chaises de jardin, des enfants courant à travers les arroseurs, de la musique country jouant doucement en arrière-plan, tout le monde détendu, tout le monde à l'aise, du moins jusqu'à ce que Jake arrive. À ce moment-là, il avait 37 ans. Toujours charismatique, toujours drôle, toujours capable de faire rire tout un groupe. La différence était que les rires semblaient différents maintenant. Moins joyeux, plus défensifs. Le succès n'avait jamais complètement remplacé le rêve qu'il avait perdu. Et je pense qu'une partie de lui le savait. J'aidais papa près du grill quand Jake s'est approché. Émilie. Jake. Il a jeté un coup d'œil à mes lunettes de soleil. Puis à ma chemise de l'armée de l'air. Un sourire narquois familier est apparu. Je savais ce qui s'en venait. Certaines choses ne changent jamais. Alors, comment va l'armée? C'est bien. Tu fais toujours ça. J'ai ri doucement. Aux dernières nouvelles, oui. Plusieurs parents à proximité ont gloussé. Jake a secoué la tête de façon dramatique. Je pensais que tu serais fatigué de jouer aux soldats maintenant. La conversation autour de nous est devenue plus calme. Les gens ont ressenti de la tension. Ils le faisaient toujours. Personne n'est intervenu. Ils le faisaient rarement. Je les regardais. J'aime ce que je fais. Il a haussé les épaules. Tant mieux pour toi. Puis il a pris une gorgée de sa boisson. Et moi qui pensais que tu finirais par trouver un vrai travail. Plusieurs personnes ont ri maladroitement. Le genre de rire que les gens utilisent quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. J'ai remarqué que ma mère baissait les yeux, que mon père se concentrait sur le grill. Aucun des deux n'a rien dit. Encore une fois, le moment aurait dû blesser. Des années plus tôt, cela aurait été le cas. Au lieu de cela, je me suis surprise à ressentir quelque chose d'inattendu. De la pitié. Pas pour moi, pour Jake. Parce que j'ai soudain réalisé qu'il menait toujours une bataille qui s'était terminée il y a des années. Le rêve avait disparu. La déception était réelle, mais il refusait de laisser ce chapitre derrière lui, et cela lui coûtait cher. Ce soir-là, après que la plupart des invités soient rentrés chez eux, je me suis assise seule sur la véranda arrière de mes parents. Le ciel du Texas s'étendait à l'infini au-dessus de ma tête.
Les grillons remplissaient l'obscurité. L'air sentait l'herbe coupée et la fumée de barbecue. Papa a fini par me rejoindre. Pendant plusieurs minutes, nous sommes restés assis en silence. Puis il a soupiré. « Ton frère te mène la vie dure. » J'ai souri. Un peu. Il a regardé vers la cour. Tu sais qu'il ne le pense pas vraiment. C'était là. La défense familière, l'explication, l'excuse. J'en avais entendu des versions pendant des années. Normalement, je laissais passer. Cette fois, je ne l'ai pas fait. Papa. Ouais. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un lui a demandé d'arrêter? La question est restée en suspens. Aucun de nous n'a parlé. Finalement, il a détourné le regard, et cette réponse m'a tout dit. Quelques semaines plus tard, un grand réseau de télévision a annoncé la couverture d'un prochain meeting aérien national. L'événement attirerait une attention énorme, des millions de téléspectateurs, une exposition nationale, le genre de spectacle aéronautique autour duquel les gens planifient leur week-end. J'ai su immédiatement que ma famille regarderait. Jake ne ratait jamais un meeting aérien. Jamais. Même après toutes ces années, et surtout pas un aussi grand. L'ironie ne m'a pas échappé. La petite fille qui avait suivi son frère dans les musées de l'aviation et les meetings aériens se préparait maintenant à voler dans l'un d'eux. Pas en tant que spectatrice, pas en tant que fan, mais en tant que partie intégrante du spectacle lui-même. Pourtant, personne à la maison ne le savait. Ni Jake, ni maman, ni papa. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas envie de le leur dire parce que certaines vérités n'ont pas besoin d'être annoncées. Parfois, la vie les révèle d'elle-même. Et quand c'est le cas, la leçon a tendance à être inoubliable. Le matin du meeting aérien a commencé bien avant le lever du soleil. La plupart des gens ne voient que la performance, les avions, les traînées de fumée, les formations de précision, les applaudissements. Ils ne voient pas la préparation, les briefings, les inspections, les heures de planification, la responsabilité, et ils ne voient certainement pas les moments de calme où un pilote est assis seul et réalise que des milliers, parfois des millions de personnes sont sur le point de regarder. Je me souviens m'être tenu à côté de l'avion alors que le ciel était encore sombre. L'air était frais. Les lumières de la piste de vol se reflétaient sur le métal poli. Les équipes au sol se déplaçaient efficacement autour de nous. Tout semblait calme, professionnel, routinier. Pourtant, sous cette routine se cachait de l'excitation, pas de l'excitation nerveuse, de la gratitude. Parce que je savais exactement combien de personnes auraient échangé leur place avec moi, y compris mon frère. À quelques centaines de kilomètres de là, ma famille commençait sa journée aussi. Bien que je n'apprendrai les détails que plus tard. Selon ma mère, Jake est arrivé tôt, plus tôt que quiconque ne l'avait prévu. Il a apporté du café et des beignets, comme il avait l'habitude de le faire chaque fois qu'un grand meeting aérien passait à la télévision. Apparemment, il était excité comme un enfant à nouveau. Cette partie m'a fait sourire quand je l'ai entendu plus tard parce que malgré tout, Jake n'avait jamais cessé d'aimer l'aviation. Pas vraiment. Il avait simplement cessé de croire que cela pouvait faire partie de son propre avenir. Ce sont des choses très différentes. De retour à l'aérodrome, les pilotes se sont réunis pour le briefing final. Météo, procédures de sécurité, horaires de vol, plan de communication, les détails habituels, tout le monde était concentré, tout le monde était professionnel. Personne ne traitait la journée à la légère. La foule s'attendait à la perfection, et la perfection exige de la préparation. À la fin du briefing, l'un des officiers supérieurs a regardé autour de la pièce, puis a souri. Offrons-leur un spectacle dont ils se souviendront. La salle a répondu avec une confiance tranquille. Pas de l'arrogance, de la fierté professionnelle. Il y a une différence. Pendant ce temps, mes parents s'étaient installés dans le salon. Mon père occupait son fauteuil inclinable préféré. Ma mère était assise sur le canapé. Jake a revendiqué le siège le plus proche de la télévision. Certaines choses ne changent jamais. La couverture du réseau a commencé vers midi. Les commentateurs ont discuté des avions, des pilotes, de l'histoire, des démonstrations à venir. Jake aurait corrigé les présentateurs à plusieurs reprises, du moins selon ma mère. Cela lui ressemblait tout à fait. Malgré tous ses défauts, il connaissait l'aviation. Il l'avait toujours connue. Il a souligné les modèles d'avions,
expliquer les manœuvres, partager des faits que personne d'autre ne connaissait. Pendant un court instant, l'ancien Jake est revenu, le garçon enthousiaste de ses meetings aériens d'enfance, le frère que j'admirais autrefois, le frère qui me manquait. En début d'après-midi, je montais dans le cockpit. Ce moment ne vieillit jamais. L'odeur, l'équipement, la routine. Chaque pilote développe des habitudes, des rituels personnels, de petites actions qui signalent qu'il est temps de se concentrer. J'ai suivi les miennes avec soin. Liste de contrôle, communication, système, tout exactement comme je m'y étais entraîné. Tout exactement comme je l'avais pratiqué. Puis j'ai regardé de l'autre côté de l'aérodrome. Des milliers de spectateurs remplissaient les zones d'observation. Des familles, des anciens combattants, des enfants, des passionnés d'aviation, des gens de toute l'Amérique. Certains portaient des chapeaux militaires décorés d'écussons d'unité. D'autres transportaient des chaises pliantes et des caméras. Beaucoup assistaient à des meetings aériens depuis des décennies. Je me suis senti honoré d'être là vraiment parce que de telles opportunités n'appartiennent pas à une seule personne. Elles reposent sur des années de soutien de la part d'instructeurs, de mentors, d'équipages et de coéquipiers. Personne n'atteint ce stade seul. La démonstration a commencé, les avions ont été lancés, les formations se sont assemblées. La performance s'est déroulée exactement comme prévu. Depuis le cockpit, le monde semblait différent, plus propre, plus simple, concentré. Il y a une clarté unique qui vient pendant le vol. Le bruit disparaît. Les distractions disparaissent. Seule la mission reste. Pendant un certain temps, la famille ne m'a jamais traversé l'esprit. Ni Jake. J'étais trop occupé à voler. Trop occupé à faire le travail. De retour au Texas, la diffusion télévisée a continué. Les commentateurs ont présenté divers segments, différents avions, différents pilotes, différentes démonstrations. Ma famille regardait avec désinvolture, intéressée, divertie, complètement inconsciente de ce qui s'en venait. Puis l'équipe de production est passée à un segment vedette. Un regard plus attentif sur l'un des pilotes de démonstration. La caméra a suivi un pilote marchant vers un avion. Casque sous un bras, équipement de vol parfaitement ajusté, professionnel, confiant. Le présentateur a commencé à parler et tout a changé. Selon mon père, Jake a cessé de bouger en premier. Pas de parler, pas de respirer, de bouger. Le présentateur a poursuivi, la personne qui dirige la démonstration d'aujourd'hui est le Major Emily Parker. Mon nom aussi clair que le jour, impossible à mal comprendre. Ma mère m'a dit plus tard qu'elle pensait avoir mal entendu. Elle a regardé l'écran, puis a regardé à nouveau, puis est restée figée. La caméra s'est rapprochée, assez près pour dissiper tout doute. J'étais là. Pas quelqu'un qui me ressemblait, pas quelqu'un avec le même nom. Moi, la fille, la sœur, le raté de la famille, Émilie. La pièce est devenue complètement silencieuse. Personne ne savait quoi dire. Pendant des années, ils avaient imaginé ma carrière militaire comme quelque chose de petit, d'ordinaire, de temporaire. Un bruit de fond. Maintenant, la réalité était assise dans leur salon, diffusée à l'échelle nationale. Impossible à ignorer. Le silence a duré plusieurs secondes, peut-être plus longtemps. Personne ne s'en souvient exactement. Le choc a un effet étrange sur le temps. Les avions ont accéléré. La démonstration a continué, et pendant les minutes qui ont suivi, ma famille a regardé sans parler. Chaque manœuvre, chaque formation, chaque passage dans le ciel. Jake n'a jamais détourné le regard. Mes parents non plus. Des années de suppositions s'effondraient en temps réel. La fille qu'ils avaient ignorée. La sœur qu'ils avaient sous-estimée. Le rêve qu'ils pensaient n'appartenir qu'à Jake. Tout cela se déroulait devant eux. Pas à travers une dispute, pas à travers une vengeance, pas à travers une confrontation, à travers la vérité. À la fin de l'émission, personne ne s'est précipité pour parler. Personne n'a plaisanté. Personne n'a changé de sujet. La pièce est restée silencieuse. Mon père a fini par se lever, s'est dirigé vers la cuisine, puis est revenu, toujours sans voix. Ma mère a essuyé les larmes de ses yeux. Jake est resté assis, fixant l'écran de télévision vide, le même écran qui venait de tout révéler. Le lendemain matin,
Alors que je révisais les horaires d'après-événements dans mes quartiers temporaires, quelqu'un a frappé à la porte. Un coup ferme. Inattendu. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé mon frère debout là. Il avait l'air épuisé, comme un homme qui n'avait pas dormi. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis Jake a pris une profonde inspiration et a dit la dernière chose que je m'attendais à entendre de sa part. Nous devons parler. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais imaginé ce que je dirais si Jake admettait un jour qu'il avait tort. J'imaginais des disputes, de longs discours, des années de frustration qui se déversaient enfin. J'imaginais lui dire exactement à quel point il m'avait blessé, exactement combien de dîners de famille j'avais enduré, exactement combien de fois j'étais restée assise tranquillement alors que tout le monde agissait comme si ma vie n'avait pas d'importance. Mais quand j'ai ouvert cette porte et que je l'ai vu debout là, aucun de ces discours ne semblait plus important. Parce que Jake n'avait pas l'air d'un homme prêt à se disputer. Il avait l'air d'un homme qui portait quelque chose de lourd, quelque chose qu'il portait depuis des années. Je peux entrer, a-t-il demandé. Je me suis écarté. Bien sûr. La pièce était calme, petite, temporaire. Les logements militaires ne sont pas glamour. Ils ne l'ont jamais été. Jake a regardé autour de lui. Ses yeux se sont posés sur des photographies encadrées posées sur une étagère. L'école de pilotage, les cérémonies de remise des diplômes, les photos d'escadron, les prix, des années de souvenirs, des années de travail, la preuve d'une vie sur laquelle il n'avait jamais pris la peine de poser des questions. Pendant plusieurs instants, il s'est contenté de regarder. Puis il a secoué la tête. Je ne savais pas. Non, ai-je dit doucement. Tu ne savais pas. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à une petite table de cuisine. De la même façon que nous nous étions assis l'un en face de l'autre lors de centaines de repas de famille. Pourtant, cela semblait totalement différent. Pour une fois, personne d'autre n'était là. Pas de parents, pas de proches, pas de public, juste nous. Jake a croisé les mains, puis les a décroisées, puis les a croisées à nouveau. Une habitude nerveuse que j'avais presque oublié qu'il avait. Finalement, il a parlé. Quand tout cela s'est-il produit? J'ai souri. Quelle partie? Il a fait un geste vers les photographies. La carrière, le vol, le meeting aérien. J'ai ri doucement. Au cours des 12 dernières années. La réponse n'était pas censée être sarcastique, mais elle a été perçue comme telle de toute façon parce que la vérité était évidente. Ma vie n'avait pas été un secret. Il n'avait simplement pas prêté attention. J'ai qu'à baisser les yeux vers la table. Je me sens stupide. J'ai réfléchi à cela, puis j'ai secoué la tête. Non. Ses yeux se sont levés. Non. Non. Je pense que tu es enfin honnête. Cette réponse a semblé le surprendre. Pendant plusieurs secondes, il est resté assis en silence. Puis il a hoché la tête. C'est de bonne guerre. La conversation a avancé lentement après cela, comme deux personnes essayant de traverser un pont endommagé. Prudemment, un pas à la fois. Finalement, Jake s'est adossé à sa chaise. J'ai détesté regarder ce meeting aérien. La déclaration m'a prise au dépourvu. Tu l'as détesté? Il a hoché la tête. J'étais fier de toi. Puis il a détourné le regard. Et je l'ai détesté. Maintenant je comprenais. Non pas parce que je partageais ses sentiments. Parce que j'avais enfin compris leur source. Pourquoi, ai-je demandé. J'ai ri amèrement. Parce que c'était censé être moi. C'était là. La vérité. Pas de la jalousie. Pas vraiment. Du chagrin. Un vieux chagrin. Un chagrin non résolu. Le genre de chagrin que les gens portent si longtemps qu'ils oublient qu'ils le portent. Pendant l'heure qui a suivi, Jake a parlé plus honnêtement que je ne l'avais jamais entendu parler auparavant. Il m'a parlé de la disqualification médicale, de la gêne, de l'humiliation, du sentiment de voir son avenir disparaître. Je connaissais déjà la plupart des faits. Ce que je ne connaissais pas, c'étaient les émotions derrière eux, la peur, la honte, la colère, la solitude. Pendant des années, tout le monde s'était concentré sur le rêve qu'il avait perdu. Très peu de gens s'étaient concentrés sur la personne qu'il avait perdue, y compris Jake lui-même.
Je continuais à penser que je trouverais autre chose, a-t-il admis. Quelque chose qui me ferait ressentir la même chose. L'as-tu trouvé? Il a secoué la tête. Non. La réponse est venue immédiatement. Trop immédiatement. Le genre de réponse avec laquelle quelqu'un a vécu pendant des années. J'ai eu des emplois. Il a haussé les épaules. J'ai gagné de l'argent. J'ai payé des factures. Mais rien de tout cela n'a jamais ressemblé à voler. J'ai hoché la tête, comprenant plus qu'il ne s'en rendait compte. Parce que chaque personne atteint un point où elle découvre la différence entre gagner sa vie et se sentir en vie. Jake n'avait jamais trouvé la deuxième partie. Puis ses yeux ont croisé les miens. Et puis il y a eu toi. Je suis restée silencieuse. Tu as continué. Une autre pause. Tu as vécu le rêve. Les mots semblaient douloureux mais aussi libérateurs. Comme d'admettre enfin quelque chose qu'il avait passé des années à éviter. J'ai hoché la tête lentement. Oui. Pour la première fois de ma vie, je ne l'ai pas minimisé. Je ne l'ai pas adouci. Je ne m'en suis pas excusé. Je l'avais mérité et nous le savions tous les deux. Jake s'est frotté le visage. Je pense que j'ai commencé à te blâmer. L'honnêteté m'a fait sursauter même si je m'en doutais depuis des années. Moi. Il a hoché la tête. Cela n'avait aucun sens. Je le savais. Mais chaque fois que tu réussissais, sa voix s'est estompée. J'ai terminé la phrase pour lui. Cela te le rappelait. Il a hoché la tête. Exactement. Chaque accomplissement, chaque promotion, chaque pas en avant lui avait rappelé le chemin qu'il avait perdu. Et parce qu'il ne pouvait pas combattre la perte, il combattait le rappel. Moi. Ce qui était étrange, c'est qu'entendre la vérité ne m'a pas mis en colère. Cela m'a rendu triste parce que j'ai soudainement vu combien d'énergie il avait gaspillé. Des années de ressentiment, des années de comparaison, des années passées à regarder en arrière au lieu d'en avant. Et pourquoi faire? Rien. Pas une minute de cela n'avait changé le passé. Quelques jours plus tard, nos parents se sont joints à nous pour le dîner. L'atmosphère était gênante au début. Personne ne savait trop comment commencer. Puis ma mère a surpris tout le monde, y compris elle-même. Elle s'est mise à pleurer. Pas dramatiquement, silencieusement. Le genre de pleurs qui viennent d'une prise de conscience. Nous t'avons fait défaut, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle m'a regardé directement. Nous t'avons fait défaut. La pièce est devenue silencieuse. Papa fixait la table. Jake baissait les yeux. Maman a continué. Nous étions tellement inquiets pour ton frère. Sa voix tremblait. Nous avons oublié que tu avais besoin de nous, toi aussi. Je ne savais pas quoi dire parce que j'avais déjà imaginé des excuses, à maintes reprises, mais la réalité semblait différente. Plus désordonnée, plus humaine, moins satisfaisante, et d'une certaine manière plus significative. Papa a fini par parler. Nous pensions l'aider. C'est ce que vous faisiez, ai-je dit. Il a hoché la tête. Peut-être. Puis il a soupiré. Mais nous avons cessé de voir ce que cela te coûtait. Personne n'a protesté parce que tout le monde savait que c'était vrai. Finalement la conversation s'est adoucie. La tension s'est relâchée. L'honnêteté est restée. Pour la première fois depuis des années, nous ne faisions pas semblant, et cela comptait plus que la vengeance, plus que d'avoir raison, plus que de gagner. Avant de partir ce soir-là, Jake m'a raccompagné à ma voiture. Le soleil commençait à se coucher. Le ciel brillait d'une lueur orange sur l'horizon du Texas. Il est resté silencieux un moment, puis a posé une question. Une question simple, mais qui portait le poids des années. Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Je l'ai regardé, et pour la première fois, je savais exactement quoi répondre. Pendant des années, je pensais savoir exactement comment je répondrais à cette question. Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? J'imaginais dire quelque chose de dramatique, quelque chose de tranchant, quelque chose qui ferait enfin comprendre à tout le monde. Mais en me tenant là, à côté de ma voiture, en regardant mon frère, j'ai réalisé que la réponse était beaucoup plus simple que cela. Je vous l'ai dit, Jake a froncé les sourcils. Quoi? Je vous l'ai dit chaque fois que quelqu'un me l'a demandé.
La confusion est restée. Alors j'ai souri. Je me suis engagé dans l'armée de l'air. Il a hoché la tête. Je sais. Je vous ai dit quand j'ai obtenu mon diplôme de formation. Un autre hochement de tête. Je vous ai dit quand j'ai été promu. Ouais. Je vous ai dit quand j'ai changé d'affectation. Son expression a lentement changé. Les pièces se connectaient enfin. Je ne parlais pas de secret. Je parlais d'attention. Pendant des années, l'information avait été disponible. Personne n'avait écouté. Pas vraiment. Pas complètement. Pas avec une véritable curiosité. J'ai qu'à regarder vers l'horizon qui s'estompait, puis a ri doucement. Un rire triste. Le genre que font les gens quand ils reconnaissent enfin une vérité qu'ils ont passé des années à éviter. Nous n'avons jamais demandé. Non, vous ne l'avez pas fait. Et d'une certaine manière, ces quelques mots portaient plus d'honnêteté que tout ce qu'il avait dit auparavant. Oh. Lors du vol de retour le lendemain, j'ai passé beaucoup de temps à regarder par la fenêtre. Les nuages s'étendaient à l'infini sous l'avion. Le monde semblait paisible à 30 000 pieds d'altitude. Plus petit, d'une certaine manière moins compliqué. La distance a le don de faire cela. Les problèmes qui semblent énormes au sol ont souvent l'air différents vus d'en haut. Pas insignifiants, juste plus faciles à comprendre. Pendant des années, j'avais nourri du ressentiment envers ma famille. Pas un ressentiment écrasant, pas de la haine, juste une douleur sourde. La douleur de se sentir invisible. La douleur de voir que la souffrance de quelqu'un d'autre compte plus que la sienne. La douleur de réaliser qu'être l'enfant sur qui l'on peut compter signifie souvent recevoir moins d'attention que celui qui a des difficultés. Beaucoup de gens de mon âge comprennent ce sentiment, en particulier ceux qui ont grandi dans des familles où la crise d'une personne est devenue la priorité de tous les autres. En regardant ces nuages, j'ai enfin compris quelque chose. Mes parents ne m'avaient pas moins aimé. Ils s'étaient simplement plus inquiétés pour Jake. Ce n'est pas la même chose. Et bien que cette prise de conscience n'ait pas effacé la blessure, elle m'a aidé à la comprendre. La compréhension change les choses. Au cours des mois suivants, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Ma famille a commencé à prêter attention. Pas de façon dramatique, pas du jour au lendemain. Lentement. Naturellement, maman appelait plus souvent. Pas pour discuter de Jake, pour poser des questions sur moi. La première fois que c'est arrivé, j'ai presque ri. Elle a appelé un soir pendant que je préparais le dîner. Après quelques minutes de conversation, elle a demandé « Alors, sur quoi travailles-tu ces jours-ci » J'ai fait une pause, en fait, parce que je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'elle avait posé la question. Pas par politesse, pas par obligation, avec un véritable intérêt. Nous avons passé près de 40 minutes à parler d'aviation, de voyage, d'objectifs de carrière, de la vie. Quand nous avons raccroché, je suis resté un long moment dans ma cuisine, en souriant. Parfois, la guérison n'arrive pas avec de grands gestes. Parfois, elle arrive par le biais de petites questions qui auraient dû être posées il y a des années. Papa a changé aussi, bien qu'à sa manière. Un après-midi, il m'a envoyé une coupure de journal, un article local sur l'aviation. Rien de particulièrement spécial, si ce n'est la note manuscrite qui y était jointe. J'ai vu ça et j'ai pensé à toi. Je t'aime, papa. C'était tout. 12 mots. Pourtant, je les ai probablement lus 20 fois. Parce qu'après des années à se sentir ignoré, même de petits signes de reconnaissance ont un poids énorme. Ainsi, le plus grand changement, cependant, est venu de Jake. Pas immédiatement. La croissance se produit rarement immédiatement, mais elle s'est produite progressivement, régulièrement, un choix à la fois. Pour la première fois depuis des années, il a cessé de comparer nos vies. Il a cessé de mesurer ses pertes à l'aune de mes réussites. Il a cessé de traiter chacun de mes accomplissements comme une preuve de son échec. La transformation n'a pas été spectaculaire. C'était quelque chose de mieux. C'était réel. Un soir, il m'a appelé à l'improviste. Je me suis inscrit à des cours de pilotage. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Quoi? Il a ri. Tu m'as bien entendu. Je me suis assise, honnêtement stupéfaite. À 37 ans, Jake n'essayait pas de devenir pilote de chasse. Ce chapitre était clos.
Il le savait. Je le savais. Mais pour la première fois en près de 2 décennies, il renouait avec la chose qu'il aimait. Au lieu de pleurer la chose qu'il avait perdue. Cela comptait beaucoup. Comment c'était, ai-je demandé. Il y a eu une pause. Puis j'ai entendu quelque chose que je n'avais pas entendu de sa part depuis des années. De l'excitation pure. C'était incroyable. Et juste comme ça, j'ai entendu à nouveau le garçon de ces meetings aériens d'enfance. Le garçon qui regardait les avions avec émerveillement. Le garçon qui rêvait sans amertume. Le garçon qui m'avait manqué. L'été suivant, un autre grand meeting aérien a eu lieu au Texas. Cette fois, ma famille y a assisté en personne. Non pas parce que je l'avais demandé, mais parce qu'il le voulait. Maman a apporté de la crème solaire. Papa a apporté des jumelles. Jake s'est présenté avec une casquette d'aviation qui avait l'air plus vieille que certains spectateurs. La vue m'a fait rire. Avant que l'événement ne commence, nous nous sommes tenus ensemble près de la piste de vol. Le soleil était brillant. La foule était énorme. Les enfants montraient les avions du doigt. Les anciens combattants partageaient des histoires. Les familles étendaient des couvertures sur l'herbe. L'Amérique a une relation particulière avec les meetings aériens. C'est en partie une célébration, en partie une leçon d'histoire, en partie une tradition familiale. Me tenir là avec mes parents et mon frère m'a rendu étrangement émotive. Non pas parce que je volais, mais parce que pour la première fois depuis des années, nous partagions l'expérience ensemble. Pas de ressentiment, pas de compétition, pas de vieilles disputes, juste la famille. Plus tard dans l'après-midi, une fois la démonstration terminée, nous nous sommes assis ensemble pour regarder la foule se disperser. Jake m'a donné un coup de coude, un geste familier de notre enfance. Je me suis trompé sur ton compte. J'ai souri. Tu t'es trompé sur beaucoup de choses. Il a ri. C'est de bonne guerre. Puis son expression s'est adoucie. Je suis fier de toi, et aime. Les mots étaient simples, ordinaires. Pourtant, d'une certaine manière, ils signifiaient plus que n'importe quelle émission de télévision ne pourrait jamais le faire. Parce qu'il ne s'agissait pas d'être vu par des millions d'inconnus. Il s'agissait d'être vu par les personnes qui comptaient. En regardant en arrière maintenant, je réalise quelque chose d'important. La plus grande victoire n'a pas été de passer à la télévision. Ce n'était pas de gagner mes ailes. Ce n'était pas de prouver à quiconque qu'il avait tort. La plus grande victoire a été d'apprendre que ma valeur ne dépendait jamais de leur approbation. Ni de celle de mon frère, ni de celle de mes parents, ni de celle de personne. Une fois que j'ai compris cela, tout a changé, le succès est devenu plus léger, les relations sont devenues plus saines, la vie est devenue plus riche, et c'est peut-être la leçon cachée à l'intérieur de cette histoire. Parfois, les personnes les plus proches de nous ne nous voient pas clairement. Parfois, elles nous sous-estiment. Parfois, elles portent des blessures qui les empêchent de reconnaître nos forces. Mais nous n'avons pas à attendre d'être reconnus avant d'aller de l'avant. Nous n'avons pas à attendre les applaudissements avant de devenir ce que nous sommes censés être. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un dans votre propre vie ou peut-être un chapitre de votre propre parcours, j'espère que vous prendrez un moment pour y réfléchir. Et si vous avez déjà été sous-estimé, ignoré, ou si vous travaillez discrètement vers quelque chose de significatif, souvenez-vous de ceci. Continuez. Les personnes autour de vous ne verront peut-être pas vos progrès tout de suite, mais cela ne les rend pas moins réels. Et si vous avez apprécié de passer ce temps avec moi, je serais honoré que vous partagiez vos pensées. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin.